Pourquoi j'invite M. Alain Supiot à me rejoindre, professeur, chaire État social et mondialisation au Collège de France. Je vous en prie, venez nous rejoindre au pupitre autour de ce sujet, l'euromécène, acteur de la justice sociale. Je vous en prie, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Donc je me réjouis de cette occasion d'évoquer des thèmes qui me sont chers à la fois comme objet d'étude et comme sujet d'expérience personnelle. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, dans la présentation de cette journée, j'ai vu qu'était formulée l'hypothèse d'une opposition qui existerait entre un modèle américain de fondation et un modèle européen. Pour tout dire, cette hypothèse ne me paraît pas fondée. Il existe certainement un modèle américain, mais pas de modèle européen de mécénat. Je ne prends que deux exemples. La France, depuis la Révolution française, se méfie de tout ce qui ressemble aux fondations, au mécénat, qui sont les héritières des piae causae, de biens de l'Église, qui prétendaient incarner l'intérêt général. Or, à partir de la Révolution française, en France, il n'y a qu'un représentant de l'intérêt général, l'État. Donc je dirais qu'en France, par définition, toute fondation est suspecte. En revanche, en Allemagne, le développement des fondations, tel que nous connaissons actuellement, est produit d'une part d'une culture juridique différente, qui n'est pas celle du centralisme français ni de la démocratie jusqu'à une date récente, et aussi des événements de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les premières grosses fondations sont dues à la privatisation d'entreprises qui étaient sous le contrôle des nazis, et la première d'entre elles, la plus importante, c'est Volkswagen. Et le produit de la privatisation a été affecté à une fondation qui demeure, je crois, une des plus grosses Stiftungen allemandes, qui est la fondation Volkswagen. Et c'est sur ce modèle qu'ont été construites ensuite d'autres fondations du même ordre, comme la fondation Thyssen ou Bosch. Et on trouve un peu une philosophie comparable dans d'autres pays du Nord, je pense à la Hollande ou à la Suède, où les fondations jouent notamment un rôle absolument déterminant dans le financement de la recherche en sciences humaines, je le signale tout de même au passage. En France, la fondation qui avait été créée dans cette période, due à une initiative de Braudel, la fondation MSH, l'a été grâce à une dotation de la fondation Ford et de la fondation Rockefeller. Donc c'était directement dans la philosophie américaine. Alors, cela dit, le constat de cette diversité n'en rend que plus aigu et pertinent la question dont vous voulez parler aujourd'hui, de la reconnaissance et du soutien des fondations à l'échelle européenne. Alors, pour comprendre cette importance, je suis obligé de faire un petit détour par les heures et les malheurs de la construction européenne. Vous savez qu'on a eu l'idée de rapprocher les pays européens après les guerres en utilisant d'un détour économique pour arriver à une union et une harmonisation politique. Le problème, c'est que le détour est devenu une fin en soi. La compétition est devenue, pour employer un mot cher à l'imaginaire cybernétique, le logiciel de la construction européenne. Et le fait d'avoir consacré très tardivement, et notamment dans la charte de Nice au début des années 2000, tout un tas d'autres valeurs que celles de la compétition, n'a pas empêché que l'Europe demeure sur cette voie que des analystes allemands, je pense notamment aux travaux de Fritz Scharpf, a décrit comme des asymétries constitutives de l'Union européenne. Alors, excusez cette terminologie, mais les Allemands aiment les concepts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les institutions européennes sont capables de défaire les solidarités nationales, mais elles ne sont pas capables de construire des solidarités européennes. Donc il y a un gap qui nous enferme dans ce qu'on pourrait appeler, dans ce que j'appelle une schizophrénie normative, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des principes, des valeurs hautement proclamées, dont le principe de solidarité, c'est la première fois dans ce genre de document que c'est la Charte européenne qui est la première à affirmer ce principe de solidarité pour couvrir à la fois les questions sociales et environnementales. Et puis d'un autre côté, eh bien, on a une pratique qui interdit en fait les coopérations, qui promeut uniquement des pratiques de compétition. Alors cela précipite l'Europe face à des risques qui sont identifiés depuis très longtemps. Le savoir des juristes, vous savez, est humble, mais il est fondé beaucoup sur l'expérience historique. Or, à deux reprises, à la fin de la Première Guerre mondiale puis de la Seconde,
Ce qui a été proclamé dans la Constitution de l'OIT puis la Déclaration de Philadelphie, c'est qu'il n'était point de paix durable sans justice sociale. Donc si on laisse se développer les injustices, eh bien, nous avons la violence. Bacon le disait autrement, il disait « l'argent est comme la merde ». Excusez-moi, c'était en latin, il disait « fumier » en réalité. Si on le laisse s'entasser, c'est une nuisance. Il faut donc veiller à le répandre, et à ce moment-là, ça sera une source de bienfaits. Donc c'est un très vieux savoir politique que la nécessité de la redistribution. Alors, nous avons donc besoin, pour faire face à ça, d'une Europe des projets et des coopérations. Et quel rôle pourraient jouer en ce domaine les fondations et le mécénat? Il faut d'abord être conscient du procès. Alors, il est particulièrement vif en France, mais il n'est pas seulement le cas de la France, en illégitimité ou du soupçon qui peut peser sur l'action privée dans des domaines qui relèvent en principe des compétences des pouvoirs publics et donc du contrôle démocratique. Cette problématique s'est développée notamment au sein de l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'ont été mis à jour des conflits d'intérêts, le rôle perturbateur que peuvent jouer certains financements privés sur les orientations, les choix stratégiques à l'échelle mondiale en matière de santé. Ce qui a conduit d'ailleurs l'OMS a adopté en 2016 un Framework of Engagement with Non-State Actors qui vise à fixer un cadre qui assure que les missions, pour le dire dans la terminologie française, les missions du mécénat répondent effectivement à des objectifs d'utilité publique. Alors, il faut être conscient de l'existence de ce soupçon et de ce risque d'un détournement du mécénat pour des fins qui n'ont rien de désintéressé. En revanche, il faut aussi être conscient de la force spécifique du mécénat et des formes privées de solidarité qui sont capables de faire ce que les États sont incapables de faire. Si je prends l'exemple que je connais le mieux, et c'est là que j'évoque ma propre expérience, j'ai fondé à Nantes, il y a une dizaine d'années, grâce à une fondation, donc à une dotation, c'était Veolia, je tiens à lui rendre hommage ici, qui en moins de 10 ans s'est fait reconnaître dans le top 9 des 9 meilleurs instituts d'études avancées, à côté de Princeton, Harvard, Jérusalem, Stanford, etc. Ils ont fait une petite étude en Europe, ils ont dit on vient vous choisir vous parce que ce que vous faites vis-à-vis des savants du Sud, vous êtes les seuls à le faire. Eh bien, nous sommes menacés de fermeture dans les 2 ans parce que l'État ne sait pas comment nous soutenir, à supposer qu'il le souhaite vraiment, parce que nous sommes hors du périphérique, c'est-à-dire hors du champ de vision de la plupart de mes collègues parisiens. Je me souviens d'une discussion dans le bureau du commissaire aux investissements, un homme charmant, M. Schweitzer, mais il était très ennuyé parce qu'il était comme face à une commode anglaise avec des tiroirs, des gros tiroirs qui s'appelaient IDEX, etc. Et ça ne rentrait pas dedans. Donc nous sommes condamnés par le fait que, je dirais, le développement de grosses politiques. Alors ce que je dis de la recherche est valable dans d'autres domaines. Par exemple, je pourrais le dire, des programmes de lutte contre la pauvreté qui, en général, reposent sur une vision qu'on peut dire top-down. Donc, on a un schéma, une certaine représentation, des travaux d'économie, de sociologie, sur ce qu'est un pauvre. Le pauvre est un objet auquel on va appliquer des soins et on ne pense jamais à lui comme sujet. Or, certaines associations, fondations, je pense à TD Carmonde, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, au contraire, disent qu'il y a des savoirs de la pauvreté. Et pour affronter ces problèmes, il faut partir de ces savoirs. Autrement dit, les fondations peuvent jouer un rôle, j'allais dire, non pas de top-down, mais de bottom-up, excusez-moi, je me mélange, enfin, tiramisu, on dirait en italien, plus exactement, et de partir du terrain, des expériences concrètes, pour soutenir ce qui marche et ce qui mérite d'être soutenu et qui est écrasé par des logiques technocratiques autrement. Alors, ce rôle, les fondations peuvent le jouer certainement, ou le mécénat plus généralement, mais comme il a été dit tout à l'heure, beaucoup des problèmes que nous avons à traiter et beaucoup des problèmes auxquels l'Europe doit aujourd'hui faire face supposent des coopérations.
Aucun État isolément ne peut faire face à ces problèmes de politique de recherche, aux problèmes de migration qui ont été évoqués, aux problèmes d'environnement, etc. Donc ça suppose des coopérations. Il y a un besoin de coopération certainement à l'échelle européenne. Je peux témoigner, ce n'est pas confidentiel, d'échanges que j'ai eus à ce sujet avec M. Wilhelm Krul, qui est le secrétaire général de la Volkswagen Stiftung, qui me disait « Je me désespère parce que j'aimerais beaucoup », c'était dans le contexte d'un soutien éventuel, il me dit « Nous sommes en quête de partenaires français, mais nous avons beaucoup de mal parce que justement en France, il n'y a pas cette tradition. Nous avons l'impression, c'est certainement une vue caricaturale vue d'Allemagne, je ne prends pas à mon compte ce que dit M. Krul, mais que les fondations ou bien sont sous la main de l'État, et qu'il y en a une, il veut la contrôler. Alors, je pense qu'il pensait à la Fondation de France, et peut-être c'est faux, mais enfin, il y a toujours eu... Il est vrai qu'il y a un réflexe public en France, dès qu'une fondation prend une certaine importance, à s'assurer que l'État a le contrôle, ou bien ce sont des fondations qui visent plutôt des opérations de publicitaires, de ce que dans mon enfance on appelait la réclame, et qui n'ont pas la culture de fondation que nous avons en Allemagne. Donc, si vous voulez, en même temps, il exprimait un désappointement et une demande. Serait-il possible, comment faire pour que sur des projets concrets, et pas en fabriquant de nouvelles superstructures européennes, nous puissions travailler ensemble? Donc je me réjouis que cette journée vous donne l'occasion d'aborder ces sujets, et j'espère qu'elle sera fructueuse de ce point de vue, à la fois pour vous et pour l'Europe. Merci beaucoup.